suis une traductrice. J'ai abouti à la traduction après de multiples détours. Je suis passée par la philosophie pour arriver à la traduction. Donc, j'ai une formation en philosophie. Puis ça fait pas super longtemps que je fais de la traduction. Traduire, c'est un peu comme partager son dessert préféré avec les autres. C'était comme prendre la recette de quelque chose qu'on a beaucoup aimé, puis de le refaire avec ses propres ingrédients, avec ses propres moyens. On prend ce qu'on a dans notre armoire, c'est le même dessert, c'est la même recette, mais un peu à notre façon. C'est pas exactement comme l'original. On y a ajouté quelque chose de nous dedans. Donc, c'est ça l'objectif, en fait, quand on traduit, c'est d'essayer de rendre le plus possible justice à l'original, mais en respectant le style de l'auteur, en conservant la saveur, mais avec les moyens qu'on a. C'est pas anodin de dire, ben moi, ce que je veux faire, c'est traduire d'une langue à une autre pour partager des histoires, des textes. Ou qu'est-ce qui t'a amené là? Quand je suis arrivée au cégep, j'étais en lettres et littérature, donc j'avais déjà une sensibilité pour la littérature. À l'université, j'ai décidé d'aller en linguistique, donc le côté un petit peu plus mathématique de la langue, disons. Mais pendant que je faisais mon bac, je pense que c'était à la première session, j'ai fait un cours de philosophie. Je suis tombée en amour avec la philosophie. Donc, j'ai changé complètement mon bac pour m'en aller en philosophie. Puis j'ai fait ça jusqu'à la maîtrise. Pendant mes études, à un moment donné, j'ai rencontré quelqu'un qui a juste décidé de bifurquer vers la traduction. Puis j'ai fait « Ah, intéressant », sans plus. Euh, donc, des années plus tard, après avoir fini ma maîtrise, après être revenue d'Angleterre, enceinte de mon deuxième, j'ai repensé à cette personne-là qui avait été vers la traduction, puis j'ai dit, ah, peut-être que j'aimerais ça. La traduction, c'est jouer avec les mots, c'est un peu un casse-tête. Je suis une grande fan de mots croisés, puis je trouve que c'est un peu comme ça, essayer de trouver la meilleure façon, le mot juste, les meilleurs mots pour exprimer ce qui a été dit en anglais. Fait que j'aime ce genre de petits défis-là, ce genre de casse-tête-là. Il y en a qui va leur plaire dans la science-fiction, c'est les mondes, c'est la façon dont ils sont créés, c'est la construction, les interactions, à la limite la diplomatie entre les différentes factions, les différentes planètes et tout ça. Ce qui vient me chercher, c'est vraiment le côté humain des histoires. Donc, qu'est-ce qui fait que le personnage est humain? Qu'est-ce qui le rend humain? Puis qu'est-ce que ça vient rejoindre en moi, cette humanité-là? Puis c'est souvent dans les défauts, en fait. C'est souvent dans les défauts, dans les émotions, dans les peines, dans les grosses émotions que je vais me retrouver. Tu as traduit beaucoup de nouvelles de Rich Larson. Qu'est-ce qui te rejoint dans les histoires de cet auteur-là? Sa façon d'aller chercher l'humain dans toute sa vulnérabilité. Des fois, j'ai l'impression que dans ses textes, la science-fiction, c'est un peu un prétexte. Un prétexte pour traiter de telles choses, de traiter de solitude, de traiter de quelqu'un qui ne se sent pas bien dans sa peau, je veux dire, il aborde un paquet de termes, mais qui sont universels d'une certaine façon, mais qui arrivent à ras de sol, à l'échelle humaine. On s'est rencontrés par hasard dans le cadre des Jeux de la traduction. Puis il nous avait dit à ce moment-là, il y a un de mes textes qui est paru, qui est en ligne. Si ça vous intéresse d'aller le lire, vous pouvez y aller. Puis moi, j'avais dit, ah oui, je vais le lire, mais en ce moment, je suis trop occupée, je vais attendre la fin de la session. Puis il m'avait dit, bah, c'est ça, tout le monde dit ça. Puis personne n'y va finalement. Fait que je dis, non, tu vas voir, je vais aller lire ton texte. Puis je suis allée le lire, puis j'ai été soufflée complètement. C'est vraiment intelligent, réfléchi, profond. Récemment est sorti Rêve de drone et haute entropie de Rich Larson que tu as traduit. Peux-tu nous en parler? C'est un projet que je chéris depuis très longtemps. Quand j'ai demandé à Rich s'il acceptait de me donner un de ses textes pour voir si j'étais capable de le traduire, puis que j'ai réussi à le faire publier dans Brin d'éternité, qui était les 15 minutes de la haine. J'ai commencé à m'en envoyer régulièrement de ses textes, juste comme ça, pour que je les lise avant même qu'ils soient publiés en anglais. Puis moi, pendant ce temps-là, je mettais de côté les textes que j'aimais. En fait, je lui demandais, est-ce que c'est correct si je traduis celui-là puis que je l'envoie quelque part après pour essayer de le faire publier? Puis il me disait oui. Il y a eu Les 15 minutes de la haine qui ont été publiés. Il y a eu Dans Solaris, Sombre cœur chaud.
Il y a eu, après ça, Corrigé d'Empreinte d'éternité. Il y en a eu 2 autres dans Galaxy en France. Les 3 premières histoires, c'est arrivé pas mal en même temps. Puis je trouvais que ça allait bien. Puis je me dis, j'en ai tellement encore de côté qui attendent, pourquoi ne pas faire un recueil avec ça, puis le proposer à une maison d'édition. Donc, toutes les histoires que moi j'ai choisies. Donc, c'est sûr que l'humain est au centre. Donc, c'est sûr que c'est des problématiques à hauteur d'hommes et de femmes. La couverture est vraiment magnifique. Peux-tu nous dire le nom de l'artiste qui l'a fait? Katerina Belikova. Au début, je me disais, peut-être qu'on pourrait prendre des couleurs plus froides, recouvrir ça, mettre un film de couleurs plus froides, mais en fait, j'aime que ce soit orange parce que ça ressort, parce que c'est différent des vaisseaux froids et bleus et blancs qu'on voit la plupart du temps. Qu'est-ce que ça prend à quelqu'un pour être une bonne traductrice ou un bon traducteur? Il faut évidemment bien comprendre la langue de départ, donc dans mon cas, l'anglais. Faut être capable de saisir les subtilités de la langue, les jeux de mots, les références culturelles, les clins d'œil par la bande à telle et telle chose qui existe juste dans cette culture-là. Ça aide aussi donc d'avoir une certaine compréhension de la culture dans laquelle a été écrit le texte en anglais, avoir une bonne compréhension du bagage que pouvait avoir l'auteur, donc à quoi il pouvait faire référence, qu'est-ce qui l'a amené à écrire les choses de telle façon. Même si c'est sûr qu'on ne peut jamais tout attraper dans les références, dans les jeux de mots, parce que je suis pas née dans une culture anglophone, je suis née dans une culture francophone, donc c'est sûr que j'attrape certaines choses parce que j'ai voyagé, parce que je lis beaucoup en anglais, parce que j'ai habité en Angleterre, j'ai vécu en anglais aussi. Pour bien traduire un texte, ça aide de s'y retrouver d'une certaine façon, de voir qu'il y a quelque chose qui vient nous chercher dans ce texte-là. C'est d'avoir une espèce de sentiment de familiarité dans ce qu'on lit, d'avoir une certaine connivence, parce qu'après ça, ça devient un peu plus facile de transmettre dans ses propres mots, dans sa propre langue, l'histoire, puis tout ce que l'auteur essayait d'évoquer et de faire vivre au lecteur. Tu as traduit également un autre livre qui va sortir cette année. Peux-tu nous en parler? Cycling to Asylum, j'ai découvert ce livre-là par le biais du Congrès boréal. L'année passée, il me semble, il y avait une table ronde sur le Hope Punk que je ne connaissais pas. Donc, j'ai décidé d'assister à ça parce que je ne connaissais pas ça et j'aime ça, découvrir de nouvelles choses. Puis, il y avait Sue qui faisait partie du panel. Ils ont parlé de ce livre-là pendant le panel. Ça a piqué ma curiosité. Je l'ai lu en une journée à peu près, tellement j'ai trouvé ça bon. Puis c'est à ce moment-là que j'ai cherché un peu partout, voir s'il y avait une traduction française. J'ai communiqué avec l'auteur, avec Sue, qui me dit non, il n'y a pas de traduction française. Puis oui, ce serait le fun de le faire traduire en français. C'est un roman qui se passe dans un futur assez proche. Donc, à New York, qui est devenu un État policier où les droits de la personne sont brimés, où à 14 ans, je pense, tout le monde se fait implanter une puce dans le poignet avec des données biométriques puis un GPS. C'est l'histoire d'une famille qui migre clandestinement au Québec, à Montréal, à vélo. Donc, on a les perspectives du père, de la mère et des 2 enfants. Donc, un enfant de 9 ans puis une ado de 12 ans qui entre dans sa crise d'adolescence. Donc, ça, des fois, il fallait que je mette le texte de côté parce qu'elle me tapait trop ses nerfs. Mais bon, c'est très, très, très bon. je le recommande à tout le monde. Puis ça va sortir cet été. Quels sont tes livres coup de cœur? Il y a beaucoup de livres que j'aime. Il y a beaucoup de livres qui m'ont marqué. Un de mes défauts ou qualités en tant que lectrice, je ne me souviens pas des histoires nécessairement une fois que je les ai lues. Je me souviens des émotions que j'ai vécues. Je me souviens que je les ai aimées ou que je ne les ai pas aimées. Mais je me souviens pas nécessairement de l'histoire comme telle, ce qui fait que je suis capable de relire des livres puis de me rendre compte, arriver presque à la fin, que ah oui, je l'avais déjà lu celui-là. Mon premier livre coup de cœur à vie, je pense que c'était La vallée des avalées de Régent Ducharme.
Il y a eu L'élégance du hérisson. Celui-là, je l'ai lu 3 fois, je pense, jusqu'à maintenant. Pas parce que je me souvenais pas, mais parce que je l'avais trop aimé. La première fois que je l'ai lu, je l'ai lu avec un dictionnaire parce qu'à chaque fois, il fallait que je cherche des mots dans le dictionnaire. Je pense que littéralement à chaque page. Il fallait que je cherche quelque chose dans le dictionnaire parce que je ne comprenais pas le mot qui était utilisé, mais j'ai vraiment adoré ce livre-là qui fait souvent référence à la philosophie, en fait, puis je voyais des clins d'œil, puis ça me faisait rire. Mais c'est un très beau livre aussi. J'ai beaucoup aimé La Minotaure de Marie-Ève Maréchal, publié chez Triptyque. Quand j'ai lu ce livre-là, j'avais l'impression que chaque mot dans chaque phrase était utilisé parfaitement. Donc, je ne sais pas comment l'expliquer autrement, mais tout était parfait dans ce livre-là quand je l'ai lu. Tu vois, je ne me souviens même pas de quoi ça parle. Je sais que je l'ai beaucoup aimé. Coucou de Michel Jean. C'est très touchant et prenant comme livre. Je ne savais plus où me mettre quand je l'ai fini. Qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que je fais ici? Mais c'est vraiment très, très, très bon. Un autre livre que j'ai aimé, c'est Après le monde d'Antoinette Richner, une auteure suisse. Ça se passe dans pas longtemps aussi, puis c'est des gens qui essaient de survivre parce que je pense que c'est les chaînes d'approvisionnement qui sont complètement arrêtées. Puis, donc, ça va pas bien. Ça va pas bien dans le monde. Je veux dire, le monde comme on le connaissait n'existe plus. Puis, on essaie de se débrouiller avec plus de communication, plus de chaîne d'approvisionnement, puis on survit comme ça. C'est aussi très, très bon. J'ai une citation ici d'un livre que j'ai particulièrement aimé, Le deuxième mari, de Larry Tremblay. Il existe sûrement des endroits sur la Terre où la vie ne se réduit pas à un poids qu'on traîne jusqu'à la mort. Donc, en temps de pandémie, ça me parlait des phrases potiches. Là, ça ne vient pas me chercher du tout. Il faut qu'il y ait quelque chose derrière la beauté d'une phrase. Il faut qu'elle cache la phrase, il faut qu'elle cache quelque chose de plus profond, quelque chose qui va venir ouvrir une porte vers une réflexion. Et ce qui m'a attiré en philosophie, c'est un peu la même chose qui a fait de moi une grande lectrice. Je viens d'une famille qui aime beaucoup son coin. Donc, d'une famille qui trouve que dans ce coin-là, il y a tout pour être heureux. Alors que moi, j'étais toujours attirée par ailleurs. J'étais toujours attirée par qu'est-ce que je pouvais découvrir. Puis ça, c'est passé par la lecture. Donc, qu'est-ce qui était possible? Qu'est-ce qui m'attendait ailleurs que dans ce coin-là de campagne? Donc, l'autre, l'ailleurs, ce qui est possible, le monde à découvrir, ben c'est aussi ça qui m'a attirée en philosophie, donc qui m'a attirée. Je voulais comprendre ce qui faisait de nous un être humain, ce qui faisait de la société ce qu'elle est. C'est quoi la morale, c'est quoi l'éthique, c'est quoi les croyances, qu'est-ce qui fait qu'il y a certaines sociétés qui fonctionnent bien, qui fonctionnent moins bien. Le cours que j'ai suivi au bac, c'était un cours de philosophie orientale. Donc, vraiment complètement différent de tout ce que j'avais connu jusqu'à maintenant comme vision du monde. Fait que c'est vraiment ça qui m'a fait exploser le cerveau. Je dirais, c'est qu'encore une fois, comme quand je lisais, quand je ne pouvais pas sortir de chez nous parce que j'étais trop jeune, mais ça m'a ouvert une porte sur quelque chose que je ne connaissais pas, puis que je voulais connaître. Puis ça a toujours été comme ça. J'ai toujours voulu connaître ce que je ne connaissais pas, puis il y a tellement de choses que je ne connais pas que j'arrêterai jamais, puis j'arriverai jamais à tout connaître. Est-ce que tu écris de la fiction? Non, j'ai pas de talent pour ça. J'ai rien en moi qui veut absolument sortir. Comme j'ai pas de message personnel, aucune vision du monde qui me serait propre et qui vaut la peine qu'il soit transmise au monde. Là. C'est pas un besoin. Puis je pense que quand on est auteur, c'est un besoin. On a un besoin de mettre en mots quelque chose qu'on a à l'intérieur de soi. Moi, j'ai pas ça. Mais quand je lis une histoire qui me touche, je me dis « Ah, j'aurais aimé ça. » Comme que je voudrais le faire sortir. J'aurais aimé ça que ce soit sorti de moi, cette chose-là. Donc, à ma façon, je vais le faire passer par moi pour
pour l'offrir à un lecteur francophone, par exemple.